On va parler de l'examen au Sénat du projet de loi immigration. Et il y avait un article qui suscitait des tensions, des divergences. Et ça y est, la fumée blanche est sortie hier soir, Steve, et il sera examiné aujourd'hui en séance. Ouais, c'est l'article qui tend un peu tout le monde. Je vais quand même vous rappeler ce qu'est l'article 3, parce que je vous aime bien, Oriane. L'article 3 prévoit la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire à un étranger qui travaille pendant au moins 8 mois dans un secteur en tension. Vous l'avez dit, le blocage a duré de longues semaines, de longs jours. Fumée blanche aperçue hier soir dans la soirée. On va voir ce communiqué publié par Bruno Retailleau, le chef du groupe LR. Après discussion, les LR se sont entendus avec les centristes d'Hervé Marseille. La majorité sénatoriale s'accorde pour supprimer les articles 3 et 4 du projet de loi sur l'immigration et pour durcir les conditions d'application de la circulaire Valls. Article 4 porte sur la procédure d'asile. Je vais expliquer ce que c'est que la circulaire Valls parce que tout le monde ne sait pas forcément. C'est un texte de 2012 qui permet aux étrangers en situation irrégulière qui sont en France depuis au moins 5 ans et qui travaillent de demander leur régularisation. Il faut avoir travaillé au moins 8 mois sur les 2 dernières années pour obtenir un titre. L'accord LR centriste prévoit de durcir les conditions de régularisation de ces sans-papiers. L'accord demande aussi de laisser la main au préfet. Ce sera à eux de dire si oui ou non l'étranger en question remplit les critères de régularisation. Parmi ces critères, la majorité sénatoriale veut inclure notamment l'intégration ou non de l'individu dans la société et son adhésion ou non aux valeurs de la République. Affaire à suivre. L'article devrait être examiné dans la soirée. Et on suivra évidemment ça. Alors c'est l'article qui bloquait un peu le texte et qui faisait se poser la question de savoir si un compromis allait être trouvé. Là, ça y est, c'est une victoire politique des Républicains. On verra ce que dira aussi l'Assemblée nationale. Bon, c'est vrai que l'article 3, il posait problème aux Républicains qui en faisaient une sorte de ligne rouge, évidemment, à ne pas dépasser. Mais, pardonnez-moi, se réfugier derrière la circulaire Valls, dite Valls de 2012, c'est aussi, à mon sens, un sujet pour 2 raisons. La première raison, c'est que il y avait une certaine hypocrisie autour de la circulaire Valls, puisqu'il fallait justifier, comme vous l'avez rappelé, d'un certain nombre de mois travaillés pour pouvoir son dossier instruit, très long, administratif, etc. Et in fine, c'était le préfet qui décidait. Mais en réalité, pourquoi c'est complètement... On marche un peu sur la tête, parce que normalement, quand vous êtes un travailleur illégal, vous n'avez pas le droit de travailler. Donc justifier de mois ou d'années de travail alors que vous n'avez pas le droit de travailler en amont, c'est... bon, voilà. Donc je pense pas que la circulaire Valls résoudra grand-chose. Bon, il y a un coup de menton politique des LR. Pour moi, le vrai sujet, il reste sur la table. C'est-à-dire que il y a une partie du patronat qui a besoin, pour des métiers en tension, et qui le fait, d'avoir des travailleurs qui parfois ont des feuilles de paye, qui n'ont droit à rien, mais qui sont illégaux. Mais la vraie question, c'est comment fait-on pour lutter contre l'immigration illégale? Pardonnez-moi. Parce que on va attendre les conclusions du rapport Claude Évin, Patrick Stefanini, qui conclurait, d'après ce que j'ai cru comprendre, à ce que ça ne crée pas d'appel d'air, ni sur l'aide médicale d'État, etc. On va parler. Bon. Mais si on régularise régulièrement, parce que tous les métiers sont un jour en tension, tous les métiers sont un jour en tension. Il n'y aura pas que la restauration, l'hôtellerie. Bon, donc c'est quand même un sujet important. Et puis aussi, je le dis, c'est un titre de séjour temporaire. Mais attendez, un titre de séjour temporaire, à partir de quel moment on décidera que le secteur n'est plus en tension de main-d'œuvre? Et des gens qui se seraient mariés, qui auraient eu des enfants scolarisés, vous leur dites: je suspends votre titre de séjour temporaire. Non, tout ça... Donc ça débloque peut-être le vote du texte, mais ça ne résout pas le problème. C'est de la politique. Catherine. Oui, je partage tout à fait votre analyse, c'est de la politique. Là, il s'agit pour les LR de marquer, et c'est bien de cela qu'a dit Retailleau hier soir, nous avons gagné, ce ne sera pas le projet de loi du gouvernement qui sera voté, et qui va passer donc du Sénat à l'Assemblée nationale. L'accord qui a été trouvé avec les centristes était un accord en fait tout à fait... qui ne change pas grand-chose à l'équilibre, puisque comme vous l'avez rappelé, en effet, en dernière instance, c'était bien les préfets qui prenaient la décision avant ou après l'article 3. Donc il n'y a pas de grande modification, il y a un affichage qui a été choisi par les LR, qui est compliqué, parce que c'est un affichage, comme vous l'avez dit, qui contrevient à la demande même du patronat, qui est en difficulté pour pouvoir recruter dans un certain nombre de métiers dans lesquels
on ne trouve pas de main-d'œuvre sur le territoire national, probablement et essentiellement parce que cette main-d'œuvre est trop mal payée, trop mal considérée, des conditions de travail trop difficiles. Et donc, on ne trouve pas, et donc on fait appel à une main-d'œuvre immigrée. Et personne ne se pose la question de reconsidérer ces conditions de travail, ce qui avait pourtant été promis au lendemain du Covid, comme on s'en souvient. Emmanuel Macron avait dit qu'on allait reconsidérer tous ces travailleurs de la première ligne, de la première nécessité, et en fait, il n'en a rien été. Donc, on reste avec une situation dans laquelle il y a des métiers qui ne sont pas pourvus par les Français, soit parce qu'ils sont très peu qualifiés, très mal payés, ou, autre question, c'est il y a un certain nombre de métiers, par exemple, qui va à l'hôpital. C'est très bien que l'hôpital français fonctionne aujourd'hui, pour l'essentiel, avec des médecins qui ont été formés dans d'autres pays et qui viennent et qui sont pompés, médecins, infirmiers, qui viennent et qui sont pompés par l'hôpital. Est-ce que du coup, ça veut dire que cette victoire politique affichée hier par Bruno Retailleau, elle pourrait revenir en boomerang au LR à l'épreuve des faits? Moi, je pense qu'il y a l'épreuve des faits, et puis il y a aussi, au final, quel est le positionnement que cherchent à avoir les LR. On se souvient que la semaine dernière, ils ont pensé avoir fait un truc formidable en s'opposant à l'écriture inclusive et donc en prenant de front toutes les personnes qui se préoccupent de comment on féminise la langue française. Aujourd'hui, c'est les migrants. À la semaine précédente, c'était les éoliennes et l'écologie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un positionnement de la droite LR qui est de plus en plus conservateur, réactionnaire, et dont on voit bien qu'elle cherche en fait à récupérer un électorat qui lui a échappé du côté de l'extrême droite. Moi, je pense que c'est un très mauvais calcul, parce que l'extrême droite est suffisamment forte aujourd'hui en France. C'est-à-dire, soit on la contrebat sur son terrain idéologique, soit on perdra. Il n'y a pas de possibilité de reconquérir. On n'est plus en 2007, avec un Jean-Marie Le Pen discrédité, vieillissant, etc. Aujourd'hui, Marine Le Pen et le Rassemblement national sont installés. Soit on les bat sur le terrain idéologique, soit on perdra. Or, les LR renoncent pour l'instant, au contraire, emboîtent le pas en espérant, dans cette course à l'échalote, récupérer une partie de leur électorat. Voilà, je pense qu'ils vont perdre et qu'ils disparaîtront. Alors, on était à peu près d'accord, chère madame, jusqu'à présent. Pour la suite, je pense qu'il y a longtemps, si vous voulez, que les mots agités, conservateurs, réactionnaires ne veulent plus dire grand-chose. Désolé si vous les employez pas. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que pendant des années, et là je fais juste une petite parenthèse, pendant des années, la gauche, et c'est vrai, portait le débat, portait les questions sur la table du débat national. C'était des grandes questions sociétales que l'intelligentsia de gauche mettait sur la table, et ceux qui étaient en réaction, vous avez raison, ceux qui réagissaient, c'était plutôt les gens de droite. Donc c'était les réactionnaires. Aujourd'hui, et c'est l'une des raisons pour laquelle la gauche s'est effondrée, aujourd'hui, ceux qui mettent les idées sur la table, ce ne sont pas les gens de gauche. Ils ont moins d'idées, ils ont plus d'idées. Ils sont en réaction sur des thèmes qui sont mis sur la droite, qui sont des thèmes de sécurité, d'immigration, donc plutôt des thèmes de droite. Et qui sont les nouveaux réactionnaires, ceux qui réagissent, ce sont les gens de gauche. Vous voyez, donc on peut se traiter de conservateurs, de réactionnaires, d'éro-réactionnaires. Je pense surtout que la gauche, a abandonné les classes moyennes. Terra Nova, on s'en souvient. La gauche a abandonné la classe ouvrière, et tout ça, vous le payez aujourd'hui, je pense, d'une certaine manière. Alors vous n'êtes pas une femme politique, mais non, mais vous n'êtes pas une femme politique. Mais je vous entendais dire, oui, conservateurs, réactionnaires, tout ça. Je pense que tout ça, ça ne convient plus par rapport à la situation dans laquelle se trouve le pays. Comment qualifierez-vous la position systématique des LR, notamment moi je suis pas LR, mais je veux dire les LR sont des conservateurs. Je ne vous demande pas d'être LR ou pas LR, je ne suis pas LR non plus, je me permets de les qualifier. Je me permets de les qualifier. Donc comment comprenez-vous le positionnement systématique, notamment au Sénat, de façon assez forte et homogène, sous la direction de Bruno Retailleau? Comment comprenez-vous leur position? Ils ont vraiment un positionnement sur un axe. Et d'ailleurs, Bruno Retailleau, je veux dire, on le connaît. Je veux dire, il ne vient pas d'apparaître dans le champ politique, et au-delà de sa position de président du groupe LR. Vous n'avez pas tort, c'est que les LR cherchent un positionnement politique. Les LR, ils étouffent dans un manque d'espace politique. Non. Retailleau n'a pas un positionnement politique? Non, je n'ai pas dit un positionnement. J'ai dit, ils cherchent un espace politique. Ils cherchent à survivre politiquement. Les LR, ils sont dans une situation compliquée. Ils n'ont pas vraiment de champion pour
pour la présidentielle, même si Wauquiez. Vous voyez bien qu'ils sont dans une position, alors le PS, j'en parle pas, mais ces anciens partis de gouvernement sont dans la même situation, en fait, aujourd'hui. Le PS à gauche, voilà, oui, tout à fait. et les LR. Donc, en fait, chacun essaie de trouver un espace politique, et peut-être que M. Retailleau ou M. Marlex à l'Assemblée nationale se disent, bon, là, on tient quelque chose sur la loi immigration, il faut pas canner, parce que si on laisse passer l'article 3, en fait, ça sera quoi la différence entre les LR et d'autres Renaissance ou Horizon? Pas sûr qu'on... Voilà. Donc en fait, il y a un problème aussi, je pense, pour les LR de survie politique. Bon, le PS peut-être est en coma dépassé, donc ça c'est... C'est pour ça que je vous disais, l'essor de l'article 3, c'est en fait essentiellement un enjeu de symbole politique. C'est-à-dire qu'en vérité, l'accord qui a été trouvé... J'ai commencé par ça. Mais tout à fait. Je vous en ai donné acte. Voilà. L'accord qui a été trouvé avec les centristes, en fait, dit les choses clairement, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu est un enjeu de différenciation par rapport au gouvernement et en essayant de donner un signal très proche des propositions. D'ailleurs, dans celle que j'ai oubliée, il y a la remise en cause de l'assurance maladie et le référendum sur l'immigration, position que reprend d'ailleurs à son compte le ministre de l'Intérieur. Alors, ça c'est pas dans le texte, mais dans les mesures qui ont été durcies, effectivement, le Sénat a voté hier la suppression de l'aide médicale d'État qui l'a remplacée par une aide médicale d'urgence, donc un panier de soins beaucoup plus restreint. Il y a eu également le rétablissement du délit de séjour irrégulier qui a été voté hier soir, qu'avait supprimé François Hollande, et puis le Sénat qui a également limité le regroupement familial. Oui, il faut rappeler ce qu'est aujourd'hui le regroupement familial. C'est un dispositif qui est encadré par une directive européenne de 2003. Si on est étranger et qu'on souhaite faire venir un conjoint ou des enfants en France, il faut séjourner sur le territoire depuis au moins 18 mois, avoir des ressources stables et disposer d'un logement dit normal. Il faut aussi se conformer aux principes régissant la vie familiale en France, c'est-à-dire en fait accepter notamment la monogamie. Les sénateurs ont donc durci ce dispositif lors des débats. La durée de séjour passerait de 18 à 24 mois. Les conditions de ressources ne doivent plus seulement être stables, elles doivent désormais aussi être régulières. Le Sénat demande enfin à ce que le demandeur dispose d'une assurance maladie pour lui et pour sa famille. Voilà, est-ce que c'est l'illustration du durcissement des Républicains qui disent que ce texte doit envoyer un signal de fermeté? Mais oui, évidemment que c'est un signal de durcissement, personne ne peut le contester, vous avez raison. Mais encore une fois, le sujet, au-delà des métiers en tension, au-delà de l'aide... l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État, c'est évidemment la possibilité, je le rappelle, pour des travailleurs qui sont illégaux de bénéficier de soins médicaux. Bon, ça me paraît logique pour au moins deux raisons, pour eux, et puis aussi pour nous. Parce que si ces immigrés illégaux viennent en France et apportent des épidémies, donc... Mais il faut quand même constater que ça explose. Alors vous allez me dire, 1,4 milliard sur 350 milliards de budget de la Sécu, c'est pas grand-chose. Oui, parce que le problème de fond, et j'y reviens, encore une fois, il y a des terrains communs, mais le problème de fond, c'est comment lutte-t-on quand même contre l'immigration illégale ? Est-ce que vous savez, je me souviens de François Mitterrand ou de Georges Marchais, à leur époque, qui incarnaient la gauche, qui ont eu des discours sur l'immigration illégale, et je pense que Georges Marchais, chère madame, ou François Mitterrand n'étaient ni conservateurs ni réactionnaires, ou alors j'ai perdu mon latin. Regardez, écoutez les déclarations à l'époque. Déjà, on se disait, mais comment... C'est anormal, disait François Mitterrand. Il faut raccompagner ces gens. Alors les mots changeaient. Il faut raccompagner ces gens chez eux. Bon. Voilà. Et puis le réchauffement ou le changement climatique va faire aussi que vous allez avoir de nouvelles migrations, parce qu'il y a des gens qui vont voir leur pays, une partie de leur pays, leur territoire inondé, et il va bien falloir qu'ils migrent ailleurs. Bref, il y a des solutions, des coopérations sur place, mais en tout cas, oui, lutter contre l'immigration illégale, est-ce que c'est réactionnaire ? Est-ce que c'est être un méchant extrémiste de droite que de dire ça ? Je ne pense pas. Je crois que ça n'a rien à voir avec la lutte contre l'immigration illégale. Je crois encore une fois que c'est du symbole politique, malheureusement, qui va se faire au détriment de personnes. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont avoir... Mais il faut lutter contre l'immigration illégale ou pas, madame ? Oui, monsieur, mais ce qui est en train d'être fait est absolument inhumain. Et c'est fait uniquement pour des raisons idéologique et politique, de positionnement. Parce que vous avez convenu que ça ne représente pas grand-chose, c'est 0,4% des dépenses de santé. L'aide médicale d'État qui va transformer en aide médicale d'urgence, donc on va passer à 0,02. Les dépenses augmentent sans arrêt quand même. Toutes les dépenses de santé augmentent. Passer à un scanner aujourd'hui, c'est devenu une banalité. C'était pas du tout une banalité il y a 40 ans, donc toutes les dépenses de santé augmentent. Donc celle-ci
aussi au titre des soins. Donc ça, c'est la première chose, c'est que sur le plan économique, ça ne changera rien aux dépenses de santé. Sur le plan de, soi-disant, l'appel d'air. Mais d'abord, tous les pays européens ont ce type de protection. Ce n'est pas spécifique à la France. Le dispositif, le périmètre, les conditions peuvent varier. Et quand on est un immigré qui prend des risques sur sa propre existence pour venir en France, on n'a pas un guide du touriste de l'immigration avec des cases où on regarde quelles sont les meilleures conditions, les moins bonnes conditions. D'ailleurs, la France ne fait pas partie des pays qui sont les plus recherchés par ceux qui arrivent de façon illégale dans le territoire de Schengen. Donc ce que l'on est en train de faire, ça ne réglera rien à la question de l'arrivée d'étrangers en situation illégale. Par contre, ça donne encore une fois le symbole, l'idée qu'on est en train de faire quelque chose. On est en train de faire quelque chose. Donc il faut rien faire. Non, monsieur, il faut faire des choses utiles. Comme disait Michel Rocard, il faut accueillir toute la misère du monde. Non, je ne suis pas no border. Donc non, ce n'est pas mon point de vue. Ce que je vous dis, c'est qu'en revanche, le faire en faisant payer à des pauvres gens qui vont avoir plus de difficultés à se faire. Il y a plein de pauvres gens en France aussi. Et d'ailleurs, je pense dans les territoires, ils sont pas seulement dans les cités. Et d'ailleurs, je pense à eux et que je pense que toute cette politique qui dégrade le service public est extrêmement dommageable. Mais ça pourrait, on se reverra peut-être à d'autres occasions. Ça ne sera pas le sujet aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce que je sais, c'est que pour faire du symbolique, on est en train de rendre la vie plus difficile à des gens qui l'ont déjà beaucoup. C'est-à-dire des gens qui travaillent, qui payent des cotisations, qui payent des impôts, mais qui ont du mal à avoir leur papier de façon régulière et qui donc vivent dans la peur et qui peuvent avoir encore plus de difficultés à se soigner. Tout ça, c'est uniquement pour faire de l'agitation et essayer de faire gagner 0,3% à Laurent Wauquiez dans le prochain sondage. Un dernier mot, Éric Revel, après on va parler de la marche contre l'antisémitisme. Un dernier mot, par exemple, on pourrait parler, alors bon, il y a ce sujet qui est sur la table, mais vous avez compris qu'on n'était pas tout à fait d'accord. Moi j'ai pas l'impression d'être un militant politique, j'ai l'impression d'être plutôt équilibré. Mais oui, il y a d'autres sujets aussi, vous voyez, alors on les a pas mis sur la table, mais cette grande marche contre l'antisémitisme. On en parle tout de suite. Oui, parce que j'aimerais avoir votre point de vue. Eh ben on va en parler tout de suite. Dit, il faut pas y aller. Hop, on y va. On y va. On va faire le point puisque hier, voilà, c'est parfait. J'ai l'info, hein. C'est parfait. Vous êtes parfait, Éric Revel. Puisqu'hier soir, Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet ont donc annoncé une initiative politique pour lutter contre l'antisémitisme. Cette marche annoncée dimanche, Steve. Oui, appel pour la République et contre l'antisémitisme, annonce conjointe de la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, et du président donc, du Sénat, Gérard Larcher. L'appel a été lancé dans une tribune publiée dans le Figaro aujourd'hui. On va voir cette tribune. Depuis l'attaque terroriste perpétrée en Israël par le Hamas le 7 octobre dernier, un massacre d'une ignominie jamais égalée depuis la Shoah qui a causé la mort de 40 de nos compatriotes. Les actes antisémites se multiplient dangereusement dans notre pays. Plus qu'un sursaut, plus que des mots, une mobilisation générale est indispensable. La marche aura donc lieu ce dimanche 15h. Elle partira de l'Assemblée nationale et ira jusqu'au Sénat. Alors, est-ce que cet appel a été entendu par les partis politiques? Quelles sont les réactions? C'est oui pour la majorité présidentielle, c'est oui pour la droite, c'est oui pour l'extrême droite. Les LR participeront, le RN aussi. On va voir ce tweet de Jordan Bardella. Nous répondrons présent. Et ce matin, Marine Le Pen a lancé un appel à ses électeurs. On va l'écouter. L'ensemble de nos élus y seront, et j'appelle d'ailleurs l'ensemble de nos adhérents et de nos électeurs à venir se joindre à cette marche, à cette manifestation. Il est temps que le peuple français, je crois, dans sa diversité, exprime son rejet absolument total de l'augmentation spectaculaire des actes visibles, en fait, d'antisémitisme. À gauche, les voix sont un peu plus discordantes. On va voir ce tweet de Jean-Luc Mélenchon que vous évoquiez. Après l'annonce de Gérard Larcher et de Yael Braun-Pivet, il parle des amis, du soutien inconditionnel au massacre, ont leur rendez-vous. Il évoque également un prétexte d'antisémitisme. Dans son tweet, les Insoumis disent réserver leur réponse en raison de la présence annoncée du Rassemblement national. De son côté, le Parti socialiste y participera, même s'il juge illégitime, selon ses termes, la présence du Rassemblement national. Quid des communistes? Eh bien, Fabien Roussel sur France 2 annonce ce matin qu'il ira à la marche, mais il veut faire un peu bande à part. Écoutez-le.
Je pense que le Rassemblement national, au regard de son histoire, n'a pas sa place dans un tel rassemblement. Donc, qu'on soit bien clair, et risque de créer. Et en tout cas, pour ma part, je ne défilerai pas à ses côtés. Nous trouverons les moyens. Je vais rencontrer, moi, les autres responsables des forces de gauche républicaines. Nous défilerons peut-être à un autre endroit, mais pas avec eux. Bon, il y aura une marche dimanche, mais elle ne sera pas très, très coordonnée, visiblement. Ouais, apparemment, des divisions, notamment à gauche, sur la question de la présence du Rassemblement national, Eric. Ah bah oui, bien sûr, ça c'est évident. Le tweet de Jean-Luc Mélenchon interpelle quand même. Parce que autant je comprends la position de Fabien Roussel, il se dit... le Front National puis le Rassemblement National ont une histoire qui a été marquée par des dérapages antisémites de Jean-Marie Le Pen, donc ne pas défiler de manière unitaire, mais à un autre endroit, mais contre la même cause qu'est l'antisémitisme, pourquoi pas. Mais lire ce tweet de Jean-Luc Mélenchon, où il explique qu'il ne souhaite pas... en fait, l'antisémitisme serait un prétexte, vous voyez, les médias créeraient l'antisémitisme, on parlerait trop. Il ne met en avant que le massacre dont souffre le peuple palestinien en ce moment, c'est évident. Voilà, et tout commence quand même, souvenez-vous, tout commence par la France insoumise qui refuse de qualifier le Hamas de groupe terroriste, barbare, avec Madame Obono qui explique que ce sont des résistants. Très bien. Moi, je pense que c'est extrêmement grave. Ça fait peser un poids sur la politique française qui est très important. Et je vais même vous dire, je me demande dans quelle mesure, en fait, la France insoumise n'est pas en train de réactiver elle-même, par les prises de position de certains de ses leaders, d'une forme d'antisémitisme dans ce pays. Catherine. Moi, je me réjouis qu'il y ait une initiative qui vienne de l'institution. C'est-à-dire, je trouve très bien que les partis, j'imagine que des syndicats, des associations vont s'y rallier. Je pense que c'est bien que les institutions en tant que telles, à propos de la République, prennent cette initiative. Donc, personnellement, je m'en réjouis. Et je vois aussi le problème que pose la présence du Front National, du Rassemblement National, qui n'est pas simplement un problème lié à des petites blagues de Jean-Marie Le Pen du passé. Le Front National est un parti qui est héritier, qui a été créé par des gens qui ont collaboré, qui ont la responsabilité morale de la Shoah. Donc, je m'excuse, mais le problème, il n'est pas simplement de propos antisémites de Jean-Marie Le Pen. Vous avez raison de le rappeler. C'est l'histoire. Vous avez aussi des gens que vous qualifiez d'extrême droite qui ont rejoint De Gaulle à Londres après son appel. Non, ne faites pas de la confusion. Le Rassemblement national... Parce que vous faites un point historique. Je vous dis, moi, que je dis que vous faites du confusionnisme, l'extrême droite... Je suis quasiment complotiste, non? Non, pas encore. Je ne sais pas ce que vous racontez. L'extrême droite est un parti qui a une histoire qui s'ancre dans ce qui a été l'antisémitisme qui a débouché sur la Shoah pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ce n'est pas une petite question de savoir si on défile avec le Rassemblement national ou pas. Donc je comprends la difficulté et je pense qu'elle devrait être celle de tous d'avoir le Rassemblement national dans cette manifestation, que ce soit les partis de gauche qui l'expriment, je le comprends, ça pourrait être, et j'imagine qu'ils ne sont pas les seuls à avoir cette difficulté, j'imagine que ça doit être le cas d'autres militants, citoyens, conscients du problème que cela pose. Ceci étant, je crois que, et autre remarque aussi sur ce que vous avez dit, tout ne procède pas du désaccord, je trouve très déplorable la position qu'a pris Jean-Luc Mélenchon et les dirigeants de la France insoumise à propos du 7 octobre. Pas tous. Je viens de dire les dirigeants et donc pas tous, comme vous le précisez. À la France insoumise, mais oui, voilà, vous pas êtes pour tous. la précision, mais donc Jean-Luc Mélenchon et les dirigeants qui sont autour de lui ont pris des positions déplorables. Ils ne sont pas l'origine de la montée de l'antisémitisme, ça ne s'origine pas dans cette affaire du positionnement. Est-ce que le Hamas est ou non Mais votre réaction sur le tweet, Catherine, parce que là, on parle quand même d'un appel de Gérard Larcher et d'Yael Braun-Pivet à une marche civique contre l'antisémitisme. Et Jean-Luc Mélenchon dit les amis du soutien inconditionnel au massacre ont leur rendez-vous. Exactement, je pense que j'ai revu cette dernière phrase et franchement, ça me hérisse le poil, quoi. Vraiment, ça me fait frémir. C'est-à-dire que quand on
va à cette manifestation contre l'antisémitisme, on soutient les massacres à Gaza? Mais non, ce n'est pas possible. Là encore, c'est faire un amalgame et c'est se séparer, se couper de tous ceux qui vont y participer et de tous ceux qui considèrent aujourd'hui qu'il y a une question sur laquelle il faut que la République, dans sa diversité, se lève. Donc encore une fois, Jean-Luc Mélenchon fait une stratégie du clivage, de clivage à l'intérieur de la gauche, de clivage à l'intérieur de la République, qui est très dommageable, presque scandaleuse. Ouais. Ça peut être dévastateur pour la gauche, les prises de position répétées de Jean-Luc Mélenchon. Je vais vous dire, il y a un double effet qui se coule. D'abord, si vous regardez les sondages, vous voyez qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon est la personnalité la plus détestée politiquement dans ce pays. Tous les sondages le montrent. Il perd 15, 20 points. Je crois même qu'il est plus détesté qu'Éric Zemmour dans certains sondages. Puis deuxième chose, il faudrait qu'il s'interroge, le leader Maximo Jean-Luc Mélenchon, parce qu'en fait, il va avoir un socle fort, mais il ne pourra pas l'élargir. Donc en fait, il va non seulement, sans doute, il fait le pari inverse, mais on verra, d'être présent au second tour et pourquoi pas de gagner l'élection présidentielle, mais surtout, il va empêcher la gauche de gagner. Parce que non seulement il fracture, s'il se maintient, il fera quand même son score. Donc il fracture non seulement le pays, là je suis d'accord avec vous, mais il fracture également la gauche. La gauche républicaine, les gauches irréconciliables, comme l'a dit Manuel Valls, vous pensez qu'elles vont voter pour Jean-Luc Mélenchon? Non. On suivra évidemment tout ça et cette marche dimanche, donc à l'appel de Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet. On regarde ensemble ce qu'il y a à la une de nos quotidiens régionaux. Et Steve, à la une, ce sont les chiffres du harcèlement scolaire. Oui, un jeune sur 5 a déjà été victime de harcèlement scolaire. Chiffre choc qui fait la une de l'Est républicain. Étude réalisée par l'IFOP alors que le gouvernement fait de la lutte contre ce fléau une priorité. Ce jeudi, Elisabeth Borne fera un déplacement pour la journée de lutte contre le harcèlement. Le slogan cette année est le suivant, ne pas minimiser ce que vivent les enfants. Du jamais vu également. Oui, vous parlez des crues dans le Pas-de-Calais, c'est ça? Tout à fait. C'est à la une de la Voix du Nord. Le département reste aujourd'hui en vigilance orange après les crues historiques qui ont entraîné l'inondation de plusieurs zones, notamment autour de Boulogne-sur-Mer et de Saint-Omer. De gros dégâts à signaler, les images sont impressionnantes. Elles sont à retrouver dans la Voix du Nord. Le journal se penche aussi sur le rôle et la mission délicate des équipes de secours et des pompiers. Pourra-t-on choisir sa mort? C'est le débat qui se pose alors que le gouvernement prépare une loi sur la fin de vie. Midi Libre consacre un dossier à la question. Le journal donne la parole à ceux qui ont accompagné un proche dans cette décision difficile. Suicide assisté, euthanasie, la société française va devoir se prononcer alors que la Convention citoyenne a proposé il y a 6 mois de promouvoir une aide active à mourir. Midi Libre fait le point dans son édition du jour. Et on finit par votre nouvelle passion, Steve, la folie du paddle. Le paddle, vous savez ce que c'est le paddle? Oui, c'est une sorte de tennis. Voilà, 4 joueurs, 2 équipes de 2, ça ressemble à du tennis mais ça ne l'est pas, ça ressemble à du squash mais ça ne l'est pas, terrain plus petit, il y a des vitres autour et la montagne, on le voit à sa une, se penche sur un sport qui séduit la région de Clermont. Les équipements se multiplient dans le Puy-de-Dôme, il y a au total 400 000 joueurs en France et l'Auvergne n'est pas épargnée par le phénomène, écrit le journal. Le premier terrain a été ouvert en 2016 et ces derniers mois, les pistes de paddle se multiplient partout dans la région. Vous me donnerez des cours? Bien sûr, à Public Sénat, on organisera un tournoi de paddle. Paddle, la planche avec la... Ah ouais, mais ça c'est... Il y a paddle et paddle, il faut bien le prononcer. Éric, la une de l'hémicycle? Oui, la une de l'hémicycle, donc la revue qui aime la politique, avec une très longue interview de Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes, qui dit tout ce qu'il pense du projet de budget, de la loi de finances, et puis un dossier très intéressant sur intelligence artificielle et démocratie. Et c'est à lire dans l'hémicycle. Regard, c'est le climat. Absolument. Nous avons fait un travail assez solide pour essayer de voir où on en est du point de vue de la recherche scientifique, les vraies pistes et fausses pistes, et pour conclure que de toute façon, on aura besoin de la science, mais tout ne peut pas reposer sur la science. Voilà. Lisez Regard, lisez l'hémicycle. Merci beaucoup, Catherine. Et faites du paddle. Paddle. Merci beaucoup, Catherine Tricot. Merci beaucoup, Éric Revel. Et merci, Steve. Nous, on se retrouve demain. Prochain rendez-vous sur l'antenne à 15h, la séance de questions d'actualité au gouvernement. Et puis à partir de 16h30, vous suivrez en direct l'examen du projet de loi immigration. Très bonne journée, à demain.